Je vous apporte ce qui est a priori une bonne nouvelle pour une fois. Alors une bonne nouvelle très très mal formulée par BFM Business, mais néanmoins une bonne nouvelle, l'inflation poursuit sa baisse à 0,7% et est au plus bas depuis plus de 4 ans. Alors pourquoi je trouve ça très mal formulé, c'est que la phrase peut laisser penser que les prix diminuent de 7%. Faut faire bien attention, c'est l'inflation qui est à 0,7%, donc les prix augmentent de 0,7% depuis un an. Selon les données publiées par l'INSEE, les prix à la consommation ont baissé de 0,1% en mai. Donc ça, a priori, très bonne nouvelle. Là, pour le coup, c'est pas l'inflation qui est à 0,1, ce serait l'inflation qui est à moins 0,1, pour le coup. Prix de l'alimentation en hausse, prix de l'énergie en baisse. Les données provisoires de l'INSEE indiquent que les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en mai sur un an. Sur un mois, les prix baisseraient de 0,1% en mai, après plus 0,6 en avril, indique l'Institut national de la statistique. Bon, c'est pour ça que je dis que c'était a priori une bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une petite augmentation en avril quand même, au passage. Le taux d'inflation sur un an est le plus bas mesuré par l'INSEE depuis le mois de février 2021. Les prix de l'alimentation accélèrent légèrement, selon cette estimation provisoire, plus 1,3% après plus 1,2%, tandis que ceux des produits manufacturés, moins 0,2%, et du tabac, plus 4,1%, évoluent au même rythme qu'en avril. C'est aussi là que le bas blesse, c'est que les produits de première nécessité, donc les produits alimentaires, continuent d'augmenter à un rythme assez élevé. L'INSEE indique que les prix de l'énergie seraient en baisse pour le quatrième mois consécutif, tirés par... Oh, stagiaire de BFM va se faire virer encore une fois, tirés par ceux des produits pétroliers et du gaz, alors que les prix de l'alimentation poursuivent leur hausse. Ceux des services, des produits manufacturés et du tabac seraient quasi stables sur un mois. Inflation et droits de douane. La hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui est celui que surveille la Banque Centrale Européenne au moment de ses décisions sur les taux d'intérêt, ralentit pour sa part à 0,6% en mai sur un an, après plus 0,9 en avril. Sur un mois, l'IPCH diminue de 0,2% après plus 0,7 le mois précédent. Le ralentissement de l'inflation sur un an s'expliquerait par les prix des services, en hausse de 2,1% après 2,4% en avril, particulièrement les prix des transports et une baisse plus marquée de ceux des communications, ainsi que par une accentuation de la baisse des prix de l'énergie, moins 8,1% après moins 7,8% en avril. Oui, bah ça se ressent bien à la pompe en tout cas. Ça fait pas de mal. Pour Sylvain Bersinger d'Asterès, la guerre commerciale lancée par Donald Trump devrait intensifier les pressions désinflationnistes. Celle-ci, en effet, observe-t-il, fait baisser le prix du pétrole ainsi que le dollar et bride la croissance européenne. En revanche, prévient l'économiste, la guerre commerciale pourrait être inflationniste si l'UE répondait aux droits de douane américains par ses propres hausses de droits de douane, ce qui ne semble pas être la stratégie choisie pour le moment. Alors, vous avez sûrement remarqué que j'ai pris pas mal de pincettes quant au fait que c'était une bonne nouvelle et que j'ai un peu moins commenté que d'habitude. Et malheureusement, il y a une raison à ça. En principe, moins d'inflation, ça veut dire plus de consommation. Parce que, bon, je dis une bêtise, si on a une inflation de 0,7% et que les salaires augmentent en moyenne de 2%, le pouvoir d'achat augmente. Sauf que, manifestement, la consommation est en baisse, ce qui a un impact sur la croissance. Et ça me permet de répondre en partie à une question qu'on m'a posée sur la vidéo sur Bayrou d'avant-hier. Mais donc, on a une croissance cette année qui est prévue à 0,7%. En réalité, ça sera sûrement 0,5. Mais soit, prenons 0,7. L'inflation sur un an était donc de 0,7%, et les intérêts de la dette payée en 2024 étaient de 50 milliards d'euros, ce qui fait environ 1,7% du PIB. En prenant un modèle très simplifié, qui fait que l'inflation et la croissance sont décorrélées, et que l'inflation combat directement les intérêts de la dette, on a une croissance nette sur l'année 2024 de moins 0,3%. Donc d'après ce modèle très simplifié, on serait en récession. En réalité, on doit pas être loin du tout, mais on n'y est pas encore. Je pense. On y sera au plus tard fin 2025, parce que les intérêts de la dette seront d'environ 80 milliards, ce qui fait environ 2,6% du PIB. Mais donc, quand on est en récession, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une espèce de boucle infernale entre le chômage et la croissance, où le chômage continue de monter et la croissance continue de baisser, ce qui fait une boucle. Et pour ça, il y a plusieurs réponses. J'ai pris les deux qui sont les plus probables. La première qui s'inspire de Keynes, qui va demander encore plus de dépenses publiques, sauf que, eh ben, les dépenses publiques, on les finance avec de la dette. Enfin, ces dépenses publiques supplémentaires seraient financées par de la dette, ce qui ferait augmenter les intérêts, ce qui serait contre-productif. Sans même parler du fait que si on rentre en récession, la note de la France va baisser, donc les taux d'intérêt pour la France augmenteraient. Ça ne fonctionnerait pas, pour faire simple. Et l'autre option, qui je pense vous avez deviné serait celle que j'adopterais, et que je veux voir adopter, c'est l'option libérale, qui demanderait une baisse des dépenses publiques et de l'impôt, ce qui aurait un impact direct sur la croissance, parce que l'argent que les entreprises payent à l'État pourrait être réinvesti dans de l'emploi, ce qui aurait pour conséquence de briser la boucle infernale. La mauvaise nouvelle avec ça, c'est que ça créerait aussi un peu d'inflation, mais dans l'optique de ne pas être en récession, ça jouerait partiellement en notre faveur. La solution est pas parfaite du tout, j'en suis bien conscient, ne vous inquiétez pas,
mais c'est à mon avis la plus juste. Si on vivait dans un pays où la dépense publique était simplement le régalien, donc la police, l'armée, la justice, et les intérêts de la dette aussi, ça serait compliqué de trouver où baisser les dépenses. Mais en France, je crois qu'on a quand même une bonne marge où on pourrait découper, sans prendre trop de risques. Big up au Conseil national de la prud'homie, et tous ses congénères. Et allez, je me sens chaud aujourd'hui, un petit deuxième graphique pour vous expliquer un peu pourquoi l'inflation combat plus ou moins la dette. Donc on prend un exemple d'une dette de 100 € avec un taux de 1%, avec un premier cas où l'inflation est à 0 €. Donc là, tous les ans, on rembourse 1 € tranquillement, et quand on doit rembourser toute la dette, on rembourse la dette plus le 1 € d'intérêt. Voilà, très bien, le grand classique. Et deuxième exemple, avec un taux d'inflation à 10%. Et donc pour la première année, puisqu'on a un taux d'inflation de 10%, le 1 € ici devient en fait 0,90 là. C'est un peu compliqué dans ce sens-là. On a plus l'habitude de voir des chiffres qui grossissent quand on parle d'inflation. Mais dans ces deux cas, en fait, 90 centimes achètent la même chose que 1 € dans le cas d'au-dessus. Et donc en répétant la même chose année après année, en fait, on se retrouve la dernière année à devoir rembourser un peu moins de 60 € au lieu de 101 €. Toujours en équivalent. Sauf que évidemment, dans la vraie vie, c'est pas si simple. Parce que si on a un taux d'inflation de 10%, bon déjà MDR, mais personne ne prêterait à ce taux-là. En fait, le taux d'intérêt et l'inflation sont liés. Sans compter que dans le cas où il y a 10% d'inflation, je pense que la population n'est pas très très joyeuse, même si la dette pèse moins lourd du coup. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.